Pour nous, ce qui a changé aussi, c'est que entre le 1 et le 2, on se demandait toujours qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis à la fin du 2, on s'est demandé qu'est-ce qu'on doit plus faire. Hello, cet épisode conclut l'interview avec Audrey et Maxime du BIMD Geneva. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, tu ferais mieux d'aller l'écouter avant. Dans tous les cas, on les remercie énormément pour ces échanges et on espère que cet épisode va te plaire. Bonne écoute. Donc, thème 2, donc la période actuelle, donc l'édition 3 et l'édition 4 en préparation. Du coup, forcément, avec les expériences de la première édition, deuxième édition, vous avez des retours. Maintenant, vous préparez comment avec l'édition actuelle? La grande différence entre la 2 et la 3, c'est que déjà, on était beaucoup plus serein face aux projections qu'on pouvait faire. La crise Covid était passée. Et du coup, toujours dans la même optique de Rex qu'on avait fait après la première édition, on a décidé sur certaines thématiques qu'on avait identifiées, où on avait besoin de monter en compétences pour le bien du projet, de nous faire accompagner avec une société qui s'appelle Scalesia. Leur proposition de valeur, en gros, c'est de te permettre de travailler des sujets avec le top 1, ce qu'ils appellent le top 1%. Ça veut dire le marketing manager de Conto, qui est dans une licorne, qui est dans une entreprise qui est au top. Et du coup, lui va s'intéresser à ton projet et te donner les bons tips pour pouvoir progresser. Donc, on a passé en revue plusieurs sujets. On a revu sur tout ce qui était vente, structuration d'un tunnel de vente, inbound, outbound. Donc, inbound, c'est quand le client vient à toi. Et quand outbound, c'est quand toi, tu vas chercher le client. Il y avait tout un sujet de nurturing, c'est-à-dire de continuer à donner du contenu avec une fréquence régulière dans un but de fidéliser ou dans un but d'accompagner, justement, pour qu'ils prennent en considération la pertinence de ton outil ou là, dans notre cas, de notre événement. Et ça a été clairement game changer de pouvoir avoir déjà une vision extérieure. Tout à l'heure, on parlait de la tête dans le guidon et il y a des choses que tu arrives à identifier, il y a d'autres choses que tu n'as même pas assez de recul pour le voir toi-même. Donc, d'avoir un regard extérieur, ça a été grave enrichissant. J'ai vu aussi, moi, j'ai fait des échanges sur du copywriting où j'ai essayé justement de rentrer beaucoup plus dans l'écriture, d'activer des émotions, etc., etc. Donc non, c'était une expérience qui était bénéfique. Et ça a été le meilleur investissement qu'on a eu depuis le début du salon. En tout cas, c'était le meilleur investissement qu'on a fait. Pourquoi est-ce que tu penses que les entreprises, d'habitude, elles font pas ce genre de démarche? C'est vrai qu'on entend assez peu des gens qui vont chercher un coach ou quelqu'un qui a peut-être ce recul pour dire on a des difficultés. Alors, ça se fait pas mal dans tout ce qui est logiciel technique, d'aller se former pour un logiciel. Mais c'est vrai que sur toutes les autres démarches, on va dire commerciales, etc., les gens, on a l'impression qu'ils font ça comme ils ont toujours fait, comme on leur montre, ou d'un coup juste en discutant avec quelqu'un d'un autre bureau. Mais c'est vrai que de faire ce que vous avez fait, puis d'aller chercher un spécialiste, un expert du domaine, et puis se faire coacher, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui manque un peu dans les structures. Je suis grave d'accord avec toi. Moi, je le vois dans le monde du salariat tous les jours. Tous les jours, je me demande pourquoi nous, qui sommes une toute petite entreprise, on met les moyens pour justement développer cette partie-là. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt parce que quand c'est ta société, tu investis en toi. Est-ce qu'il y a peut-être plus de difficultés à le faire quand c'est tes employés? Parce que tu sais très bien qu'il y a une possibilité que demain, tu formes quelqu'un, tu le fais monter en compétence et il part chez un concurrent ou juste il part de la structure. Mais encore une fois, je pense que si tu as un bon process de knowledge management et que tu demandes, généralement, nous, toutes les sessions qu'on a fait, c'est en visio. Tu demandes un enregistrement des visios. Au final, tu le gardes en tant que pièce de formation pour le suivant qui pourrait prendre la route. Mais ouais, c'est là où je vois
que je ne sais pas si c'est propre aux entrepreneurs, mais où on aborde peut-être le domaine professionnel avec un angle différent de ce qui a pu se faire après. Peut-être parce qu'on est plus connecté, peut-être parce que c'est plus de notre génération. Peut-être les générations précédentes aussi, les générations de nos parents, ils choisissaient un métier, ils restaient dedans jusqu'à la fin de leur cursus professionnel. Nous, on a cette possibilité de demain, tu veux faire une réorientation professionnelle, tu as les capacités de le faire, presque même sans prendre de formation. Il y a tellement de ressources qui sont à portée de main que tu peux t'auto-former. Après, nous, ce qu'on est allé chercher là, c'est vraiment le gain de temps. C'est que vu que tu as un expert en face de toi qui maîtrise son sujet sur le bout des ongles et qui travaille avec une méthodologie de 2023-2024, parce qu'il y a beaucoup ça aussi. Il y a beaucoup qui utilisent des techniques, par exemple si on parle du commercial, qui fonctionnent, mais qui datent de 2003. Forcément, tes performances, elles sont moins bonnes que si tu utilises des vecteurs qui sont mis à jour. Après, il y a aussi, je pense que c'est propre un peu au domaine de la construction. Tu vois, cet esprit de se faire accompagner, de prendre un coach et tout, c'est beaucoup start-up et petites entreprises. Je pense les grandes entreprises, les entreprises plus anciennes, etc. Je pense que peut-être même qu'ils ne connaissent pas l'existence de ce type de prestations, et peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt, etc. Mais c'est vrai que dans le domaine de la construction, c'est quand même conservateur encore, et un peu les anciennes méthodes. Même si le BIM et la digitalisation arrivent, mais dans le management, dans l'organisation de l'entreprise, ça reste quand même avec les anciennes méthodes. Quand même. Et à quoi excuse, je rebondis, mais à quoi t'attribues ces freins-là? Parce que est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'égo mal placé? Je pense plutôt que c'est très culturel, c'est que tant qu'on t'engage un ingénieur, un architecte, tu attends qu'il sache. Tu vas pas dire que lui, il doit encore apprendre. Oui. Tu vois? Oui. Tu vas pas commencer à dire à construire ta maison, ton bâtiment. En fait, il apprend encore. Donc, pourquoi je l'engage? Il va, tu vois? Mais ça bouge tellement vite, même dans ces domaines, oui. tu vois, au niveau de l'évolution des matériaux, au niveau de l'évolution des méthodes constructives. Puis après, il y a aussi quand même le contexte. À l'époque, tu construisais en race campagne, je veux dire, t'arrives, il n'y a rien, tu construis un nouveau truc, puis il y a un truc. Ouais. Là, maintenant, tu dois construire au centre-ville avec des contraintes de passage, des endroits que tu dois laisser accessibles. Dans les travaux, tu dois faire des flux piétons, tu dois maintenir, on va dire, beaucoup plus du domaine construit qu'avant. Et puis, il y a des contraintes qui n'existaient pas avant, mais on a toujours les mêmes compétences. Alors, elles évoluent un peu quand même dans les écoles, mais je veux dire, on n'a pas énormément, je trouve, renouvelé notre façon de travailler. Ouais. Puis après, au niveau des RH, effectivement, il y a un petit peu ce que tu disais avant, c'est les gens, ils se disent « Ah, si j'investis dans une personne et qu'il part, c'est un risque. » Mais pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas investir dans quelqu'un et qu'il reste. C'est vrai. Parce que finalement, ça, ton entreprise, tu vas te retrouver avec plein de gens qui sont là, qui ne sont pas très bons à la fin, ou qui ne sont pas intéressés à devenir meilleurs. Et puis, ça va se refléter par rapport à ton entreprise. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ce côté-là, moi, c'est un peu ça. Des comme fois. tu disais, le marketing, tu commences à faire du marketing ou de la vente qui date de 2003, tu vends, mais pas assez. Les performances, elles seront jet-laguées, je dirais, entre guillemets, tu vois. Si tu n'exploites pas les réseaux sociaux, le digital aujourd'hui pour faire du démarchage commercial et que tu passes ton temps à appeler des gens, imagine le nombre de prospects à côté desquels tu passes, quoi. Ouais, et puis même, je trouve qu'au final, le téléphone, c'est intrusif. Je préfère que la personne me donne l'autorisation de l'appeler que de la déranger en pleine journée. On est tous constamment stimulés par des notifications, par un job, par prendre son téléphone et appeler et couper en pleine... que ça soit pour prendre une information ou pour vendre quelque chose, je pense que c'est la pire des manières de faire à l'heure actuelle. Puis même, de dire oui, j'ai eu tant de clients au bout du fil, oui, mais c'est pas ça. Et pour rebondir sur quel est le risque à pas investir, c'est que je pense qu'on est dans une époque où on cherche plus le ROI, le retour sur investissement,
et on mesure jamais le coût de l'inaction, en fait. Et c'est tout aussi important, comme tu disais, parce qu'aujourd'hui, si tu as peur de ton retour sur investissement, du coup, tu restes figé sur tel quel, mais tu vas garder quelqu'un qui garde une partie d'incompétence dans son job. Et s'il reste là, ta boîte, elle va le devoir faire avec cette lacune qui, plus le temps va passer, plus les méthodes vont évoluer. Je pense pas que c'est comme une mode et qu'on va revenir à une ancienne technique où on va envoyer des fax. Donc, je pense que le fossé, il fera que de grandir. Pour nous, ce qui a changé aussi, c'est que entre le 1 et le 2, on se demandait toujours qu'est-ce qu'on doit faire. Puis à la fin du 2, on s'est demandé qu'est-ce qu'on doit plus faire. Et on s'est rendu compte qu'on se mettait toujours dans l'urgence avec le planning. Donc on tenait pas le planning de départ et on finissait dans l'urgence. Du coup, c'est stressant, c'est usant, etc. Et ça, on s'est dit qu'il fallait arrêter de repousser le temps jusqu'au moment où tu n'as plus le choix pour agir. Et ça, on s'est repris sur ça et on le corrige. Pour la dernière édition, le 3, on a déjà amélioré, mais là... on est nettement en avance sur les autres éditions et ça... Parce que justement, sur les 3, il y avait cet apprentissage qui venait en même temps que le montage du salon. Parce que la formule, c'est pas une agence qui fait pour toi. C'est pas tu délègues pas ton travail. C'est quelqu'un qui vient t'accompagner et faire avec toi. C'est là la plus-value, c'est que tu gardes la compétence en interne à la fin de l'accompagnement. Il y a une expérience qui est assez amusante, c'est qu'ils ont pris une souris. Ils lui ont mis quelque chose de motivant, donc du fromage devant lui. Ils ont mesuré sa vitesse à laquelle elle allait chercher le fromage. Puis ils ont fait la même chose en lui mettant quelque chose qui fait peur, donc un bruit de chat. Pareil, ils ont mesuré la vitesse et en fait, tu vas beaucoup plus vite quand tu es en danger. Et nous, on avait tendance à se mettre dans cette situation, c'est-à-dire attendre, et puis après, d'un coup, tout faire en 2-3 mois et stresser à fond. Donc ça... On se soigne, on va dire. Comment tu fais si t'es allergique au lactose? Non, mais... ouais. Et du coup, vous avez une méthode pour collecter les retours des participants des anciennes éditions? Vous avez commencé à mettre un protocole de... Ouais, on a fait ça presque dès le début. Le premier, je sais pas si on l'a fait, mais dès le deuxième, questionnaire de satisfaction pour les visiteurs, pour les exposants et partenaires. Après chaque édition, on fait aussi un reporting chacun. Max, il a la liste, par exemple, les posts qui ont le mieux marché, les formats qui ont le mieux marché. Moi, la partie des ventes, les taux de conversion de chacun, etc. Donc, et puis, les retours visiteurs et exposants, et puis aussi les retours qu'on a sur place, les impressions des gens, etc. Ça, vraiment, on formalise tout, c'est-à-dire qu'on le note. Et puis, on voit à chaque fois comment on peut améliorer, prendre en compte les remarques, etc. Si on était dans un logiciel, on dirait l'expérience utilisateur. Ouais. Mais on essaye d'être le plus pertinent possible et de prendre en compte les remarques qu'on nous soumet. Là, le taux de satisfaction est bon, mais on peut quand même encore l'améliorer. Cette année, avec du no-code, on a fait une plateforme d'onboarding pour nos exposants. Ça veut dire qu'ils vont avoir la possibilité de prendre leur passe de staff directement sur la plateforme, de recevoir tous les éléments de communication dessus, vraiment de centraliser plutôt que de s'envoyer des mails et des mails et des mails. On a mis en place ça vaut ce que ça vaut, mais c'est fait en no-code et ça fonctionne plutôt bien. Un espace justement où on centralise toutes les informations qu'on peut et tous les échanges qu'on peut avoir avec eux. Et on essaye de plus en plus de mettre en place ce genre de choses pour augmenter la satisfaction. Et puis justement, comment ces retours, peut-être plus axés, on va dire, par rapport au programme, aux interventions, etc., ils ont façonné, on va dire, et puis le programme pour l'édition à venir. Peut-être déjà aussi nous dire un peu qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à avoir comme programme pour l'édition 2024. En fait, les retours, on essaye de leur demander aussi les retours d'expérience, le type de projet qu'ils aimeraient voir dans les retours d'expérience, les sujets. On a déjà des idées de sujets à chaque fois pour l'année d'après.
Donc on les soumet, ils choisissent les 3 préférés par exemple. Tout ça, ça nous permet vraiment de coller aux besoins et aux attentes. En ce qui concerne le programme, du coup, cette année, on a des thèmes d'actualité, encore une fois. Donc une partie BIM et juridique avec un avocat de la construction qui a écrit des livres sur le sujet. On a pas mal de choses sur l'automatisation, qui est un sujet autant en script Dynamo que pour la conception paramétrique. Donc c'est Mostafa qui est fondateur de DataShape, donc qui est un expert aussi dans le domaine. Une mise à jour du projet Mine. Le projet Mine, la saison 2 s'est terminée il n'y a pas très longtemps avec l'IFC 4.3, beaucoup de livrables. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer un peu dans les grandes lignes ce que c'est le projet Mind? Ah ouais, alors le projet Mine, c'est un projet de recherche dans l'infrastructure, du coup qui intègre le BIM. Ils ont participé à pas mal de développements qu'il y a eu pour les projets d'infrastructure, notamment l'IFC 4.3, etc. Pas mal de livrables sur le chiffrage, beaucoup de livrables très intéressants à la saison 1, saison 2. Là, on aura 2 personnes de la task force qui définit en fait la vision de Mind pour la suite, jusqu'à 2050. Donc Sylvain Riss et Hervé Albout, qui seront là pour expliquer un peu le futur de ce projet très intéressant. Ensuite, on aura un intervenant qui va parler de la construction hors site et la construction hors site en BIM, donc pour la fabrication. On parlera un peu des nouvelles technologies liées à le métaverse pour la gestion immobilière avec Annalisa De Maestri, donc qui travaille chez Bouygues Immobilier. Ensuite, en retour d'expérience, on avait eu la 2e année un exposé du campus Pictet de Rochemont, donc avec le client, Monsieur Waro, qui travaille chez Pictet, qui est le chef de projet, et puis Cadatwork, qui sont BIM managers du projet. Donc c'était vraiment du BIM en conception. Alors c'est un projet assez exemplaire dans les attentes, dans la qualité et dans les outils mis à disposition pour le BIM. Aujourd'hui, on est en exécution, donc on va voir la suite de cette première conférence qui était il y a 2 ou 3 ans. On aura aussi Dylan Martins de Swissbim qui va nous parler un peu de gestion de patrimoine, donc qui travaille avec des communes, avec sa collègue. Ils seront tous les 2 là pour présenter un peu la stratégie qu'ils utilisent pour gérer au mieux les actifs grâce au BIM. Au jour de l'enregistrement, il manque quelques éléments qui sont des surprises qui vont arriver au fur et à mesure. Donc peut-être que quand il sera diffusé, il y aura plus d'informations sur le site. Il faut se tenir informé sur le programme qui est sur notre site. Et puis, si les gens ils veulent justement participer à l'événement, le meilleur moyen pour s'informer, pour prendre leur billet, leur place, votre site internet. C'est ça. bimdgva, toutattaché.ch. Sans tiret, sans facétie. Et du coup, après, la billetterie est en ligne directement. Dans le site, ouais. Là, on voit tout le programme des conférences, on voit les exposants présents. Il y a toutes les infos, comment accéder à Palexpo. Tout est inclus dans le site. Tout est renseigné pour simplifier votre venue. Du coup, tu parlais des intervenants de cette année. Est-ce que tes critères ont changé ou évolué au fil des éditions en termes de sélection des intervenants? Pas vraiment, non. Alors, j'essaye de définir les thèmes, voir vraiment des experts. Enfin, j'aime bien aussi mettre toujours une partie recherche aussi dans le programme. Donc, on avait eu Francisco Das Cruz, qui était de l'EPFL, qui faisait un projet de recherche sur les nouveaux matériaux utilisés dans le bâtiment, l'innovation sur les matériaux. L'année dernière, on a eu Redouane Boumaref, qui a présenté les projets de recherche qu'il fait avec la HES à Fribourg. Donc j'essaye de mettre toujours... Il y avait Thomas et Ahmed aussi. Thomas et Ahmed Wael, la première année, ouais. La 2e année. J'essaye de mettre un peu un mélange d'experts reconnus, des gens qui ont écrit des livres, de chercheurs, de projets qui sont réalisés aux alentours de Genève ou Lausanne. On a fait le métro de Lausanne, par exemple. Voilà. Et mes critères restent les mêmes. C'est vraiment de trouver un expert connu, reconnu, qui a des réalisations qui justifient du coup sa venue. Il a écrit un livre, il a fait de la recherche sur un sujet, etc. Donc le critère, c'est la qualité avant tout. Mais c'est vrai que l'approche, elle est un peu différente de ce qu'on peut voir peut-être dans d'autres conférences.
Mais c'est aussi, enfin, après, il y a une autre approche que je trouve des fois aussi intéressante. C'est un petit peu ce qui est proposé, par exemple, à l'événement BILT ou à l'événement des Autodesk Université, de dire, bah, on ouvre la possibilité de candidater pour finalement proposer un sujet. Alors, peut-être que sur une partie de la conférence, il y a des parties qui sont choisies par les organisateurs, mais on peut dire, ben voilà, moi, je propose pour 1, 2, 3 slots, par exemple, dans la journée, un sujet. Et puis finalement, ce sujet, s'il est apprécié, on va dire, par le comité peut-être de l'événement, il est peut-être soumis après dans un pool d'idées à un vote pour voir un petit peu qui c'est. Ouais. Mais il y a le risque après, ben justement, que tu aies des effets où, je sais pas, tu une entreprise de 1000 personnes. Si tout le monde vote, ça peut fausser peut-être un petit peu le truc. Enfin, ouais, après, je pense qu'à terme, on fera évoluer un peu dans ce sens-là. Bon, on a déjà des sollicitations de personnes qui aimeraient intervenir. Là, on voit si c'est pertinent ou pas et on accepte ou pas. Mais ouais, d'avoir un comité scientifique, par exemple pour les retours d'expérience projet, je pense de permettre à des entreprises de proposer un projet auquel moi, j'ai pas pensé ou que je connais pas, avec des cas d'usage un peu différenciants, etc. Ça, je pense qu'à terme, on fera ça. Puis là, pour l'instant, c'est limité parce qu'on n'a qu'une seule salle de conférence. Si demain, on développe cette partie-là avec plus de disponibilité en termes de créneaux horaires, ça peut aussi simplifier cette accessibilité-là, on va dire. Ok. Donc, tu nous as expliqué, Audrey, tu n'as pas vraiment de critères, mais ça peut être que tu as des préférences et autre chose. Mais tu fais comment pour rester... Enfin, est-ce que tu fais aussi une veille chez toi pour rester forcément dans l'actualité? Oui. Pour que ce soit pertinent pour les années suivantes ou l'édition actuelle? Ouais, alors c'est une partie aussi de mon job de salarié, de faire une veille sur ce qui se passe, les sujets qui vont arriver, comment on peut se positionner avec BG, par exemple, sur le jeu numérique, etc. Du coup, ça me donne déjà une bonne base de connaissances et des sujets d'actualité. Après, de mon côté, ouais, même sur mon temps libre, voilà, je regarde ce qui se passe. Toute l'année, je regarde un peu quel intervenant je pourrais faire venir, quel projet serait intéressant, etc. On essaye vraiment de sélectionner, on va dire, les personnes qui sont le plus à même d'apporter une valeur vraiment en termes de connaissances. Ouais. Et pas d'être sur de la promotion de leur outil ou ce genre de choses. Justement, le fait qu'il n'y ait pas d'échange monétaire pour ces slots-là fait qu'il y a une plus grande transparence de la part de l'orateur et on apprend beaucoup plus d'un échec que d'une réussite. Après, on a eu quand même des conférences assez marquantes, genre un retour d'expérience de Walt Disney, par exemple, Nawar Zrek, qui est BIM manager à Walt Disney. Il a fait un retour d'expérience sur un projet de manège, par exemple. Donc, quand c'est un peu insolite, etc. C'est marrant, ça. Ouais, c'était assez fun. Il y avait 16 lots à coordonner, c'est ça? Non, plus de 20 lots. En fait, nous, on est habitués à structure, architecture, CVSE. Et eux, ils ont des tas de lots différents. Le son, l'image, les effets, etc. Et c'était assez incroyable de voir ça. Donc ça, j'ai bien aimé. C'était assez insolite. Même tout le monde c'était sur la deuxième édition, tout le monde attendait Walt Disney. Même, par exemple, les personnes qui s'occupent de la vidéo chez nous, qui ont aucun lien avec le BIM. C'était un peu l'événement, l'attraction, pour être dans le champ lexical. Et du coup, toi, Maxime, tu peux un peu nous expliquer aussi la stratégie de contenu, comment tu fais pour évoluer justement pour les éditions actuelles et futures? Nous, notre stratégie de contenu, elle a vraiment switché entre la deuxième et la troisième édition, où on est sur un contenu éducatif. C'est-à-dire que même sur les thématiques des conférences, par exemple, on va introduire la conférence en posant des bases de connaissances aussi pour que la personne non sachante sur cette partie-là ait une certaine base quand elle vient voir la conférence, ou déjà susciter chez elle l'envie et l'intérêt via ce sujet qu'elle avait peut-être, où elle était peut-être passée à côté, etc. Pour les passionnés et ceux qui suivent, ils peuvent aller approfondir des connaissances qu'ils ont déjà emmagasinées. Et pour ceux qui découvrent,
ça permet de démystifier des tendances qui émergent de la construction. Donc, nous, notre contenu, il a vocation d'être le plus, on va dire, le plus consommable et le plus actionnable possible. Quelque chose qu'on faisait beaucoup sur la première édition. Juste faire un listing d'exposants il y aura lui, il y aura lui, il y aura lui, sans mettre de valeur vraiment pour la personne qui nous suit. On veut toujours dans cette optique de participer à l'élévation, on va dire, et à la richesse de l'écosystème, le faire même hors salon. On utilise un peu une méthodologie tofu, bofu, mofu. C'est quoi? C'est top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. C'est-à-dire que par exemple, ton premier contenu, il va être très grand public, pas beaucoup de jargon technique, justement pour poser la base. Tu vas venir sur un middle où tu vas rentrer quand même beaucoup plus en profondeur, et où en tofu, tu vas être justement sur du contenu expert. En vérité, cette démarche-là, elle vient pour nourrir tous les niveaux et essayer de harmoniser quelque part un certain level sur les sujets. Mais c'est vrai qu'on a bien vu la différence. Enfin, moi, en tout cas, sur LinkedIn, j'ai vu qu'au début, c'était très... Publicitaire. Ouais, ouais, en fait, c'est ça. C'est sur les 2 premières éditions, on voyait que c'était plus promotionnel, plus publicitaire. Et puis, depuis l'année passée, du coup, on voit qu'il y a beaucoup plus... Enfin, en tout cas, pour moi qui suis un passionné du domaine, quand je vois un contenu, ben, en fait, là, je le lis complet. Alors qu'à l'époque, je le voyais passer, je scrollais, et puis en fait, il y avait juste peut-être le nom de la personne, ou c'était beaucoup plus, je pense, ça intéressait peut-être des gens qui découvraient. Puis là, souvent, il y a un truc où je m'arrête dessus, puis peut-être même, ça me fait ouvrir un onglet, puis aller chercher dans le sujet. Donc, je retrouve beaucoup plus facilement quelque chose qui va me toucher. Alors, peut-être pas sur tous, mais en tout cas, comme tu dis, à certaines strates par rapport à mon niveau de compétence ou de connaissance sur le domaine. Tout d'un coup, ça va me faire réfléchir à un truc, puis je vais aller creuser durant la journée parce que j'ai vu quelque chose passer. Ok, c'est au top ça. Ça, c'est un vrai retour qu'on aime entendre. Après, on a un processus créatif aussi qui est assez, je dirais, particulier. C'est qu'on travaille en commun, en commun pour les sujets, où elle va taffer beaucoup plus la partie technique et enseignement, et où moi, je vais essayer justement de la rendre peut-être un peu plus digeste et d'éviter les gros blocs de connaissances qui peuvent refroidir certains acteurs. Il y a d'autres qui peuvent totalement aimer et justement consommer le contenu en entier. Mais c'est essayer de le fractionner, de la ramener avec des angles un peu différents, ce qui peut nourrir aussi un peu notre stratégie de marque et d'être plus reconnaissable sur certains sujets en essayant de trouver un angle qui n'a pas encore été abordé dans l'écosystème. Là, on a traité les rôles BIM. On a fait une analogie avec le monde du foot, justement pour vulgariser un peu et pour que les personnes qui n'utilisent pas ces méthodologies-là arrêtent de comprendre, de se dire que on lance un projet, c'est un projet BIM, mais on ne met pas de BIM manager. Forcément, il y a des responsabilités qui sont comprises dans le rôle du BIM manager qui vont faire défaut sur le projet. Et c'est de participer, en tout cas, c'est plus de nourrir des réflexions, comme ce que tu as dit justement quand tu vas chercher sur un autre onglet, etc., etc. Notre but, que de dire, OK, on fait un salon, c'est telle date, il y aura lui, et à 1200 mètres carrés de ci, et à 1000 mètres carrés de là. Mais donc, du coup, on est beaucoup plus... On essaye, en tout cas, d'avoir une approche média, quasiment, sur certains sujets. Alors, pour l'instant, on est encore dans un certain périmètre, à voir comment on peut sortir de ce périmètre-là, donner des cartes blanches. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Un technicien reconnu, un peu comme il peut avoir une conférence. OK, tu as 1 semaine de contenu, carte blanche sur BIM Day. On collabore, on essaye de faire un truc ensemble. Soit on prend le même processus créatif, tu me fournis la base de connaissances, j'essaye de l'adapter. Tu vois si l'adaptation dénature pas totalement le propos. Et let's go, on y va. Donc, c'est ça. Après...
Il y a bien sûr la notion d'IA et de ChatGPT qui est entrée aussi dans le processus créatif. On a une utilisation, mais elle est partielle, on va dire. On ne l'utilise pas pour du contenu brut. Ça va être peut-être de l'aide de rédaction, peut-être des formulations, mais c'est jamais du copier-coller. Et de toute façon, je pense que les posts LinkedIn écrits par ChatGPT, tout le monde peut-être ils les n'étaient pas reconnaît. grillés les 3 premiers mois. Là, maintenant, c'est bon, hein, tout le monde les voit en résumé. Et les patterns qui se répètent, on les a plus ou moins identifiés. Et je pense que c'est pas... Beaucoup ont dit que l'IA, ça permettait d'avoir un gain de temps. Je pense que ça restructure le temps passé sur un contenu. C'est-à-dire que peut-être sur l'idéation, on allait passer 4 heures de temps et 4 heures de rédaction. Là, aujourd'hui, sur l'idéation, on peut avoir 1 heure de temps et du coup, avoir 7 heures de rédaction ou de mise en forme qui va améliorer le produit, l'output en sortie, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Pareil, j'utilise pas mal Midjourney. Donc, pour amener une image qui colle à ton propos, il y a quand même un outil qui est assez exceptionnel, dont ils font comprendre les mécanismes, etc. Mais une fois que tu comprends et que tu as un peu de base en graphisme, d'un point de vue identité visuelle, tu peux aller aussi beaucoup plus loin. Et puis justement, avec un peu ces choses à venir, et surtout concernant l'édition à venir, justement, quels sont les points forts et pourquoi, en fait, au niveau du programme et de ça, vous pensez que ça va plaire, intéresser les gens? Quelles sont peut-être, par rapport au programme, les sessions que vous pensez qui vont le plus faire venir les gens? Quelqu'un qui prend son pass, on ne sait pas vraiment pour quelle conférence il l'a prise, si c'est pour le programme général. C'est dans le questionnaire de satisfaction. Par contre, c'est rare que la personne qui est... Par contre, ça, c'est assez marrant. C'est rare la personne qui a pris sa place pour assister à plus telle conférence. Généralement, quand on lui dit quelle est la conférence que vous avez le plus appréciée, le choix est différent. Donc, ça veut dire qu'on arrive à concerner les gens, mais on arrive aussi à les surprendre via certaines thématiques pour lesquelles ils n'étaient pas venus. Après, notre salon est convivial aussi. Du fait qu'on travaille en famille, etc., on a quand même une ambiance... c'est pas les gros salons impersonnels, etc. Il y a une ambiance conviviale. La qualité des conférences, il y a presque tous les outils du marché en ce qui concerne les plateformes, les outils de coordination, gestion de BCF, beaucoup de prestataires de scan. On a les formations présentes aussi en Suisse. Donc, je pense que c'est un salon qui est complet. Si on n'a pas eu le temps de faire sa veille, par exemple, technologique, le fait de venir, on va voir les plugins, les nouveaux plugins qui sont sortis, les nouveaux outils à dispo. On va voir une mise à jour sur les thèmes d'actu. Donc, c'est je pense, presque une formation. En une journée, on compresse peut-être des heures de recherche sur Internet ou autre. Et vous avez des retours sur votre salon des personnes qui font que du networking. Enfin, les gens vous disent, ouais, je viens au salon pour faire des relationnels. Oui, vrai. Ça arrive, par exemple, quand on propose à une entreprise de prendre un stand, ils nous disent pour l'instant, on préfère venir en visiteur, voir un peu les clients, les potentiels, etc. directement. Après, il y a, je suppose, des gens qui viennent aussi pour le côté tout le monde est là le même jour, au même endroit. On se connaît un peu tous dans le BIM. Et du coup, c'est l'occasion de se voir. Un rendez-vous annuel. Dans un contexte neutre aussi. Ouais. Sans forcément l'étiquette de j'appartiens à telle société. C'est intéressant de favoriser justement l'échange de connaissances et peut-être d'être à l'initiative de conversations qui n'auraient pas eu lieu si on serait resté dans le cadre de réunions de projets très formelles, etc. Donc ça reste intéressant. Puis on a vu aussi des partenariats se créer entre exposants, par exemple. Donc ça, on est assez content que ce soit fait chez nous. Des collaborations entre différents logiciels, des
partenariats. Après, il y a aussi les échanges entre les conférenciers et les exposants et les visiteurs. Ouais. Enfin, voilà, on a des espaces aussi conviviaux dans le salon. Donc, un espace détente où on peut se poser avec quelqu'un, discuter calmement. C'est pas aussi un salon où il y a un brouhaha constant et voilà, c'est quand même assez... Comme diraient nos exposants, c'est à taille humaine et c'est appréciable. Et puis justement, en tant qu'organisateur, comment vous gérez aussi les attentes et puis finalement les responsabilités qui sont liées en fait à la croissance du projet? L'année passée, j'avais vu un post passer, vous aviez dépassé les 75 ou je sais plus partenaires ou on va dire 50. exposants. 50. Ah, 50, Ouais. ok. 50. Ouais. 75, c'est C'est cette année. Non, mais voilà, enfin, il y a quand même une certaine progression. Puis Ouais. justement, il y a aussi, en général, par rapport à ça, des attentes, peut-être une certaine pression aussi Mhm. par rapport à ça. Enfin, après, à voir comment vous gérez ça. Mais justement, comment ça se passe Alors, sur le fait de grandir, etc., on veut le faire chaque année, on essaye de le faire. Par contre, on veut pas faire ça au détriment de la qualité. Donc, les métriques, nombre d'exposants, nombre de visiteurs, chiffre d'affaires et qualité, en fait, chaque entrepreneur les met dans le sens qu'il veut. Nous, vraiment, on veut rester qualitatif. Du coup, on veut pas avoir une expansion folle non plus. Donc là, cette année, on a fait 50 exposants. L'année prochaine, voilà, le plan, en tout cas à l'heure actuelle, c'est 60 exposants. On n'a pas voulu doubler ou autre. Par contre, on aimerait vraiment augmenter le nombre de visiteurs cette année. On va mettre en place des actions pour ça. Donc, il faut mesurer, en fait, les envies de grandir, etc., avec justement la qualité de ton événement, le ressenti des gens. Et du coup, doser ça pour pas être trop ambitieux et puis que les gens sont pas contents et finalement, dans le temps, ça va pas te servir. Donc, c'est un peu le dosage qu'il faut faire. Après, notre responsabilité, enfin, moi, je me mets pas forcément de responsabilité au sens pression. pression, etc. Voilà, on sait qu'on a... Après, de toute manière, on est dans un process d'amélioration continue. Donc, on va vouloir chaque année, peu importe la métrique qu'on choisit, aller chercher l'augmentation de telle ou telle métrique pour continuer, mais comme le disait Audrey, pas au détriment de la qualité. Le but, c'est qu'il y ait un avant-après, que de repartir avec des pistes de réflexion, de repartir avec des ressources actionnables, de repartir avec des contacts du milieu qui peut nous permettre de grandir sur telle partie de notre job, découvrir un nouveau logiciel qui a une nouvelle façon de faire, voir comment tel logiciel intègre l'IA dans leur processus. C'est plus dans cette capacité d'apporter de la valeur qu'on se place. Si aujourd'hui, si le prochain salon, il y a une personne qui rentre et qui sort avec en ayant rien appris, c'est là qu'on n'a pas fait notre job. Et du coup, concernant le regard entre vos collègues de votre job de journée, je dirais, est-ce que ça a changé? Parce que maintenant, on sait qui est derrière le BIM Day. Est-ce que ça a changé, cet égard? La relation que vous avez avec vos collègues? Moi, pas vraiment. J'ai plus des questions sur comment tu fais pour faire autre chose en plus de ton job. Donc, je suis à 80%. Et avec des congés, etc., j'arrive à gérer ça. Non, plutôt des gens intéressés. Moi, j'ai beaucoup de gens de BG qui viennent en tant que visiteurs des conférences, qui apprécient l'événement. Non, je trouve pas que ça a changé les rapports. Non, moi, pas non plus. Surtout que moi, je suis pas dans le même milieu. Après, par contre, c'est intéressant parce que du coup, au lieu de rester, on l'a un peu abordé dans la question salariat, entrepreneur, mais au lieu de rester cloisonné sur un domaine de prédilection, tu vas justement aller regarder ce qui se passe un peu en vente, puis en termes de satisfaction client, en termes de processus de fidélisation. Et c'est
c'est des tips que tu peux donner au sein de ta boîte sans avoir, on va dire, la responsabilité de ce sujet-là. Donc, ça reste relativement intéressant, même pour ceux avec qui tu travailles, où justement, tu peux, sans leur dire comment faire, tu peux peut-être apporter une piste de réflexion par rapport à ton expérience à toi. Mais des fois, ça peut être aussi. Alors, moi, en tout cas, j'ai vécu ça avec le podcast. C'est finalement quand tu arrives à une réunion et que tu te présentes, les gens ils disent ah, en fait, le nom, je l'ai déjà vu ou j'ai déjà vu ta tête. Donc, c'est vrai qu'en participant à un événement ou des choses comme ça, l'impression que les gens ont de toi, elle peut être un peu différente en fait au premier contact. Ok. Parce que soit ils t'ont déjà vu sur un événement, soit ils ont déjà entendu parler de toi, etc. Ouais. Donc c'est vrai que ce côté-là, il peut, j'imagine que, en tout cas moi quand j'ai parlé d'Audrey à certaines personnes, ils me disent ah ouais mais c'est elle qui est pour le BIM des Genève. Ouais. Puis en fait même s'ils t'ont jamais rencontré, finalement ils savent qui tu es à travers l'événement. Donc c'est vrai que cette perception des fois elle est intéressante parce que tout de suite les gens ils se disent ah ouais mais en fait c'est un événement de partage. Et puis, ça renvoie à une certaine image de toi. Ok. Ça va. Tant qu'on on t'arrête pas pour faire des selfies, ça va. Ça reste gérable, je pense. Alors, je pense que dans notre milieu, pour arriver à ce niveau, ça va. Ouais, ça va aller. Heureusement. Ouais. Mais voilà, tu as toujours un sujet à discuter parce que les gens ils disent ah ouais, puis en fait, finalement, comment ça de faire ça. Enfin, les gens sont. Alors, c'est bienveillant, mais ils sont toujours un peu curieux. Ouais, c'est sûr. Et puis, ça permet d'amorcer des conversations assez facilement. Ouais, c'est clair, ça aide à déjà rencontrer beaucoup de personnes sur un événement comme ça. Entre les exposants et les visiteurs, on rencontre chaque année, je sais pas, au moins 30, 50 personnes différentes, avec un vrai échange, etc. Donc c'est clair, ça étend déjà le cercle des connaissances. Et puis, tant que l'image est bonne, si elle est reflétée sur moi, ça me va. Du coup, on va passer sur un autre thème. C'est plutôt l'avenir. Donc, l'avenir du BIM Day et sa pérennité. Du coup, quelle est la vision de l'avenir du BIM Day? Et est-ce que cette vision du futur est la même que celle du début? Alors, au début, il n'y en avait pas. Justement, maintenant, on sait qu'il n'y a pas. Du coup, non, ça... On a une certaine vision des choses. Après, on ne se précipite pas. On sait qu'aujourd'hui, en termes de salon, on est le seul sur la Suisse romande. Après, il y a peut-être un sujet d'élargir justement les sujets traités, même si c'est déjà actuellement le cas, même si on a l'étiquette de BIM, Day, GVA, parler de jumeaux numériques, de data, de tout ça, d'IA, ça nous fait quand même sortir un peu du spectre. Ce qu'on voulait amener via ce BIM Day Geneva, c'est accès nouvelles technologies, innovation dans le domaine de la construction. Sur la vision, après... Ouais, ça serait plutôt parce que dans les conférences, on traite de ces sujets qui sont un peu en périphérie du BIM, mais on n'a pas encore d'exposants dans ces domaines-là. Par exemple, des outils avec l'IA, des outils pour le jumeau numérique, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on doit étendre pour avoir vraiment des exposants, une gamme plus complète, une palette plus complète d'outils, etc. sur les exposants. Après, ce qu'on aimerait faire par la suite, c'est... là, on est quand même un salon qui est francophone. Donc, les intervenants, ils se limitent à la Suisse, la France, le Canada. Belgique, Luxembourg, on n'a jamais fait, mais pourquoi pas. Mais on se dit qu'à terme, il faudrait une traduction et avoir la possibilité de faire des conférences en anglais. Ça permettrait d'ouvrir vraiment sur d'autres experts, voir des projets aussi internationaux, etc. Donc, je pense que c'est pas tout de suite, mais on va tendre vers ça. Et puis, aussi, quand on voyait l'évolution du format, parce que pour le moment, c'est BIM Day Geneva. Est-ce que ça pourrait être BIM Days Geneva? Oui, c'est aussi une réflexion qu'on a, comme ce que je te disais tout à l'heure, avec la possibilité d'avoir plusieurs salles de conférence aussi, pour proposer un plus large choix pour les visiteurs. Ouais, peut-être une salle plus informative, débutant, et une salle plus experte pour rentrer plus dans la technique. Bien sûr. Après, c'est aussi, on pourrait le faire sur 2 jours aussi. C'est aussi une possibilité.
Et puis peut-être aussi, enfin après, voilà, c'est aussi, est-ce que ce serait possible d'intégrer, je sais pas, une partie plus conférence, puis une partie plus workshop, prise en main, enfin peut-être dans des plus petites salles, on va dire, Ouais, avec des un ateliers. enseignant, des ateliers, Ouais, on a aussi une idée qu'on n'a pas encore matérialisée, c'est de faire des masterclass. Ça veut dire que les conférences de 30 minutes, c'est quelque chose qui est utile, mais où les conférenciers eux-mêmes nous disent que même s'ils peuvent balayer un sujet, ils le font en surface. Des fois, ils ont le temps de plonger un peu plus dans le sujet, mais que certaines conférences mériteraient euh, une journée dédiée avec une cible de clientèle beaucoup plus réduite, mais où, du coup, si on se base toujours sur cet apport de valeur, là, ça serait clairement 3 steps au-dessus, avec une journée d'accompagnement avec un expert, par exemple, sur le sujet du jumeau numérique, qui va transmettre beaucoup plus de connaissances que sur un slot de 30 minutes pendant la journée. Donc, c'est à voir, c'est des formats qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on mature, et surtout qu'on voit s'il y a des potentiels intéressés aussi. Ouais, ça serait plus thématique du coup. Mettons une journée architecture, vraiment dédiée aux architectes avec voilà, les sujets qui les concernent. Pareil pour la structure. Vraiment des thématiques, peut-être des demi-journées ou des journées vraiment formation, pratique et un expert qui te donne ses recommandations, qui te donne ses tips un peu pour que tu puisses toi-même faire la même chose. Euh, malgré le nom BIM Day, donc il y a le BIM, mais vous avez pensé à étendre les sujets dans l'événement, entrepreneuriat, informatique, data, ou autre chose? Alors, entrepreneuriat, non, pas pour le moment. Ouais, entrepreneuriat, ça pourrait être un axe à voir comment on pourrait l'introduire, mais je pense que ça irait plus vers tout ce qui est GMAO, euh, data, peut-être. gestion de projet, ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on on en avait déjà parlé avec Nicolas dans un autre épisode où on disait justement que les spécialistes qu'on retrouve sur les projets, c'est des gens qui ont été formés sur l'aspect technique. Mhm. Mais sur l'aspect, on va dire, gestion de projet, c'est assez rare que les gens fassent un effort, on va dire, de formation pour apprendre des méthodes actuelles. Donc, c'est souvent de la prise sur le tas Ouais. ou avec quelqu'un qui sait déjà, qui apprend comment lui il fait. Mm. Et puis là, c'est vrai que des fois, se dire c'est l'occasion d'aller faire une formation ou on va dire un rappel déjà de qu'est-ce que c'est de la gestion de projet, quelles sont les étapes clés, on va dire, de validation et puis les différentes étapes de lancement, puis justement de clôture, comme la vous prochaine. faites-vous avec les Les leçons Rex. apprises, chose qui se fait Jamais. quasiment jamais. C'est vrai. Ça peut valoir le coup aussi. Enfin, en tout cas, là, Ouais. moi, je verrais de la valeur clairement Bien sûr. apportée à pas mal de gens. Puis, à tous les partenaires ou tous les parties prenantes, on va dire, de la construction font un peu de la gestion de projet. Donc, Ouais, après, c'est ce qu'on voit dans les entreprises beaucoup, c'est un ingénieur qui évolue en chef de projet parce qu'il a X années, il est très bon, etc. Mais sans formation. Mhm. Et du coup, il y a des lacunes, c'est vrai, sur la planification, sur la gestion de projet, gestion d'équipe. Mhm. C'est vrai que c'est un axe aussi de formation qui serait, je pense, intéressant. T'as raison. Et du coup, je reprends peut-être la 5e question, mais pour Audrey, comment la numérisation des processus influe-t-elle à ta manière dont l'événement est organisé, exécuté? Mais clairement, je me sers des compétences de management de projet, Ouais. des outils aussi. J'aime bien le management lean, les méthodes agiles avec le Scrum, et ça, on essaie de l'utiliser sur le salon. Le lean, principalement, de mettre le client au centre de toutes nos réflexions et vraiment baser notre événement par rapport à lui. Pour le Scrum, on utilise les sprints, etc., pour structurer un peu le planning. On essaye d'être agile. Il y a aussi l'organisation, voilà, une séance chaque semaine d'1 heure. Des workshops. Des workshops quand On il y a va un essayer sujet. d'approfondir certains sujets, où je vais essayer de transmettre ce que je peux apprendre sur ma partie, comme Audrey peut essayer de transmettre des connaissances qui sont propres au domaine du bâtiment,
comme Abder peut nous faire un retour d'expérience sur des datas qu'il a analysées, etc. Donc on essaie vraiment de se nourrir les uns les autres en restant quand même dans notre périmètre, mais quand même en donnant de l'intérêt et en essayant de partager certaines façons de penser ou façons de voir ou méthodologies au reste du groupe. Il y a ça. Après, le sprint, on utilise beaucoup. Sprint, on utilise beaucoup surtout pour rester focus. Là où si on n'a pas identifié un certain nombre, et c'est ça aussi qui change par rapport à une première année, c'est que la première année, comme je l'ai dit, on avait identifié une grosse tâche, mais on n'avait pas déterminé toutes les sous-tâches qui en découlaient, malgré le fait que tu avais mis un WBS sur la première édition. Là, c'est beaucoup plus structuré. On a tout dans un Notion. Tout est centralisé. Quasiment tous les processus sont modélisés. Ça veut dire que demain, on pourrait presque, en tout cas, c'est la volonté qu'on en avait quand on a abordé Notion, c'est d'en faire du knowledge management. Du knowledge management. Ça veut dire que demain, si on a un collaborateur X ou Y qui pourrait arriver, tout le savoir et tous nos processus sont décrits. Et du coup, l'onboarding d'une personne et même le fait de formaliser ça à un endroit permet d'en parler, parce que quelque chose qui n'est pas maîtrisé et quelque chose qui n'est pas posé sur papier, c'est difficile à transmettre. Quand on fait du contenu, vous devez le savoir mieux que nous, si on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, c'est difficile de transmettre les bonnes informations. Donc du coup, voilà un peu ce qu'on peut essayer de faire. Et puis c'est de centraliser, c'est d'éviter... C'est ce qu'on avait un peu avant. On avait beaucoup d'outils. En fait, on avait un CRM où on suivait les ventes. On avait d'autres outils pour stocker le contenu, etc. Pour ça, Notion, ça nous a un peu changé la vie cette année. Là, on centralise tout au même endroit. On se pose pas de questions. Tout est dans Notion. On a le calendrier éditorial. On a les posts qui sont préparés. On a le suivi des ventes, le stade où en est le prospect. Vraiment, tout centralisé, ça... C'est vraiment l'outil au top. Ouais, pour nous, ça a été game changer de le mettre en tout cas. Ouais, ok. Ça a été difficile de l'installer ou ça a été? C'est moi qui me suis pris la tête. Ah, c'est toi. Il a fait le gabarit. J'ai fait un gabarit et après, justement, j'ai fourni les ressources grâce auxquelles je m'étais formé. Ouais. Où on a, justement, dans le Trello, on a un espace wiki et où il y a des formations qui sont quand même archi qualitatives sur YouTube aujourd'hui, sur Notion, vu que c'est un outil très grand public et où du coup on s'est un peu auto-formé sur le tas. Et puis c'est un espace qui est voué à être modulé selon les envies de chacun. Pas tout le monde en a la même utilisation. Ça veut dire que par exemple la partie personal branding d'Audrey, elle est structurée d'une autre manière chez moi, etc. C'est ça qui est bien aussi, c'est que sur des parties, on peut avoir notre propre organisation tout en gardant une certaine cohérence au global. Puis, on parle beaucoup de numérique, numérisation et tout ça, mais on met où les rapports humains? On a tout ça. Tu parles en général ou Je dirais en général, mais aussi par rapport aussi... Au salon. Au salon. Ouais. Au salon, justement, la vocation de notre événement, elle est vouée à être physique. Et elle est vouée à être... la rencontre d'humains. D'humains. Ouais. Et de discussion et de rire. Et même, pour moi, les exposants qui viennent rencontrer des prospects potentiels, même le meilleur copywriter du monde via un DM LinkedIn ou un mail, il n'arrivera pas à transmettre la même chose via une interaction humaine sur un stand pour lui expliquer le logiciel, peut-être rebondir sur une blague, peut-être... peu importe. En tout cas, le périmètre du numérique reste assez cloisonné et il empêche tout... Enfin, permet de mettre en relation, ça reste intéressant. Mais sur les interactions, on sait qu'il y a certaines personnes qui se connaissaient de LinkedIn
qui se sont rencontrés à notre salon. Ça, on trouve ça cool. Tu vois, on trouve ça cool de, quelque part, avoir brisé la glace et d'une rencontre qui était que numérique, l'avoir, on va dire, matérialisée dans la vraie vie. C'est une des raisons qui fait qu'on n'a jamais voulu rendre virtuel le salon, c'est qu'il y a assez de webinaires. On veut pas être un webinaire en plus, même si ça peut être frustrant pour la personne qui est dans le BIM et qui habite à Lille et qui va peut-être pas pouvoir se rendre à notre salon. Mais c'est le choix qu'on a fait de connecter les gens vraiment. Ouais, après, au sens plus large, en fait, la techno, elle doit être mise au service de l'humain et pas l'inverse. Ouais. Donc, sur les projets, si forcément on est que dans la technique et puis qu'on n'accompagne pas les gens, on les forme pas, on n'a pas de rapport humain avec eux, ça fonctionnera pas. Ouais. C'est vraiment la clé. La clé de la réussite d'un projet. Et puis tu nous disais avant justement que tu avais toujours un petit peu des idées de qu'est-ce que tu aimerais comme programme pour les années à venir, etc. Qu'est-ce que les participants peuvent s'attendre à voir? Alors, du coup, on a déjà parlé de la version 2024, mais de l'édition peut-être 2025 ou 2026, si tu as déjà des choses qui te parlent, alors pas forcément pas des noms, etc. Mais ouais, dans les thèmes, je pense que la blockchain, par exemple, pourrait être utilisable avec le BIM pour valider des datas, valider un livrable, le mettre à disposition des autres. Donc la blockchain, je pense, c'est une technologie qu'on va voir de plus en plus. Pour l'intelligence artificielle aussi, on voit que c'est une forte expansion. Et ça, combiné au BIM, je pense qu'on va avoir des outils peut-être qui font notre travail à notre place. Tout ce qui est contrôle de règles de nommage, les tâches un peu chronophages et puis rébarbatives. Je pense que tout ça, ça pourrait être automatisé. Donc il y a une grande partie aussi d'automatisation. Je pense qu'il y a de l'avenir aussi dans tout ce qui est cloud computing, pouvoir faire des calculs à distance. Aujourd'hui, on a, quand on fait des simulations énergétiques, les architectes qui font des rendus sur nos PC, ça prend du temps, ça plante, etc. De faire tout ça à distance. Même les PC virtuels, maintenant, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, les BIMers. On a toujours un peu de difficultés avec les PC classiques. Et plus les capacités sont grandes, plus il y a de possibilités. Donc ça aussi, c'est un sujet d'avenir, je pense. Après, il y a tout ce qui est generative design grâce à l'IA. Je pense que l'ingénierie classique qu'on fait actuellement, faire à des ingénieurs avec des calculs et tout ça, moi, je pense que ça va être plus ou moins automatisé. Et puis, ils auront du temps pour se consacrer à des tâches avec plus de plus-value. Exemple, de chercher des matériaux beaucoup plus performants. Pour les architectes, pareil, le design, travailler plus le design, etc. Donc, je pense que toutes les tâches avec peu de plus-value et qui pourront être automatisables vont l'être au fur et à mesure du temps. Donc, on fera des conférences. Il y en a déjà une cette année, et puis on suivra un peu les évolutions de ces technos-là. On se réjouit de découvrir ça. Donc plutôt des thèmes, pas des personnalités. Après, dans l'idéal, oui, il y a des personnalités qu'on aimerait voir. Après, c'est un peu de l'ordre du rêve, dans le sens où des grands architectes type Guéry, Jean Nouvel, etc. Moi, j'aimerais beaucoup. Bon, on ne sait pas si ça arrivera un jour, mais on verra. Si tu nous entends, c'est jamais. Appelle-nous. Alors, on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. Écoute, la magie de l'Internet, on n'est pas à l'abri. Après, il y a un architecte qui utilise beaucoup l'IA qui s'appelle Tim Fu. Et par contre, il parle que anglais, donc ça sera quand on aura intégré la traduction. J'aimerais bien inviter. Voilà, après, ce serait aussi de traiter des projets un peu particuliers. Je pense aux projets qui veulent faire dans le désert, à la ville de Line. Neom. Neom, ouais. Ce type de projets internationaux assez insolites, avec une approche vraiment différente de ce qui se fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous limite en termes de développement? Je n'ai pas l'impression, mais... Si, il y a une notion de ressources humaines. Ou si demain on avait la possibilité de se staffer plus, on progresserait, à mon avis, sur
sur la qualité en général. Ça nous déchargerait peut-être, nous, pour faire certaines tâches où on a plus de valeur ajoutée, de voir si on a on soulevait l'idée des masterclass, si d'avoir une ou deux ressources humaines en plus, ça nous permettrait justement de consacrer plus de temps et de construire un peu plus ce projet-là. Ouais, après, clairement, comme c'est autofinancé, on a des budgets quand même qui sont limités. Donc, sur la visibilité, par exemple, je te donne un exemple, mais quand tu as un événement à Palexpo, si tu mets 2 affiches de chaque côté de l'autoroute, là, c'est 20 000. C'est 20 000 chaque côté. Voilà, c'est 40 000 francs pour une semaine, par exemple. Donc ça, c'est clairement une action où il y a un très fort impact. Tous les jours, tu vas toucher X personnes. Ouais. Voilà, c'est pas dans nos moyens de prendre, par exemple, ce type d'affichage. Ouais. Pareil pour la pub presse, etc. On est quand même limité par nos budgets. Après, on est inventif. Du coup, on essaie de trouver des solutions différentes. Ouais. Mais le budget, c'est quand même un frein. Ok, on va commencer la partie finale. Est-ce que vous avez un sujet qui vous passionne ou vous intéresse spécialement en ce moment? Que ce soit autre chose, hein, complètement. Ouais. Ça peut être élevage de chats. Pas d'élevage de chats. Moi, je reste passionné par le management sportif d'athlètes de haut niveau. L'IA, bien sûr. Parce que ça prend une grande place moi, typiquement dans le marketing, dans notre profession. Et du coup, c'est de comprendre les nouveaux outils, les nouveaux usages, etc., pour essayer de garder un temps d'avance. Il y a toute la partie design thinking, mais adaptée justement à la publicité. Comment tu peux justement sortir d'un cadre qui peut être un peu entendu et boring pour amener de la créativité là-dedans et justement faire bénéficier un peu de ton image de marque de cet axe différenciant. C'est un peu les sujets, moi, qui me passionnent. Puis, on en parlait en off, mais les podcasts et tous les contenus qui peuvent être autant entertainment que éducatifs. Ouais, moi, c'est plus la lecture. J'aime bien les lectures, notamment sur le développement personnel. Donc, je lis pas mal de... Enfin, je me suis mis un peu une discipline de lire. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme. Un livre par mois. Ouais. Donc, j'aime bien le développement personnel et tout ce qui est autobiographie. Par exemple, là, je suis en train de lire l'autobiographie du fondateur de Nike, par exemple. Phil Knight. Phil Knight, ouais. Exactement. Après, en développement personnel, des ouvrages Miracle Morning, des choses comme ça, sur la routine, la productivité. J'aime bien le cinéma. Je regarde beaucoup de films et de séries quand je peux, quand j'ai du temps. J'aime bien les animés japonais. Voilà, que ce soit en série ou plutôt sur le format film. Miyazaki, par exemple. Le MMA. Ouais. J'aime bien regarder les sports de combat. Okay. Boxe, MMA. Je fais pas moi-même d'étranglement. Et pas, tout encore. Pas encore. J'aime bien regarder les sports de combat. J'aime bien le storytelling autour des sports de combat aussi. Et voilà. Puis justement, toi, tu m'as déjà partagé un petit peu, mais est-ce que vous avez des recommandations justement en termes de podcasts, de livres, de films, d'émissions, etc. à partager Alors, ça peut être lié à la construction, mais pas que. Moi, en termes de podcast, ce que je conseillerais, c'est Les Jeunes Branches de Scalesia. C'est un podcast tourné entrepreneurial qui parle d'entrepreneuriat. On peut avoir... moi, je regarde pas mal Sans Permission de Yomi et Oussama Hamar. Après, en termes de chaînes YouTube, comme on est pas mal dans nos chaînes, etc., on suit une chaîne qui s'appelle... la personne s'appelle Shubham Sharma. Donc, c'est pas mal de tips. Il met à disposition des gabarits, etc. Ouais, nos chaînes, nos codes, tout ce qui est nos codes, automatisation, etc. Mi-code aussi. Ouais, mi-code, sur tout ce qui est développement. Je suis totalement novice et amateur. J'ai jamais codé une ligne de ma vie, mais... le no-code me parle et donc du coup j'essaie de regarder ce qui se passe un peu en périphérie pour
pour prendre des enseignements et essayer de les inclure, dans d'autres domaines. Des fois, il y a des choses simples qui marchent dans un secteur d'activité que tu peux transférer dans un autre secteur d'activité qui marche tout autant. Typiquement, dans le BIM, on n'a pas encore trop d'approche. Ça commence à sortir l'approche no-BIM, mais justement, essayer de fusionner le no-code et le BIM et de voir des outils qui peuvent être intéressants, etc. Donc, dire que je continue une veille. Et puis, le gros avantage du format de podcast, c'est que c'est consommable en même temps qu'une activité professionnelle. Ouais. Ce qui permet justement d'être 2 fois plus productif. D'apprendre en travaillant. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez des conseils pour nos prochains invités? Non, pas vraiment de conseils. Mhm. Soit ils peuvent venir en toute détente. c'est C'est cool. une ambiance chaleureuse Top. et bienveillante. Merci. Merci. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé à participer avec nous J'espère que je n'ai pas été trop insistant. Non, pas du tout. Déjà, moi, pour ma part, je suis déjà auditrice de podcast, donc j'avais Pareil. vu pas mal d'épisodes et je trouvais le format et vos questions pertinentes, etc., les sujets abordés. Donc, après, on soutient l'initiative aussi. Je pense que comme notre événement qui aide à faire avancer le BIM, je pense que vous, pareil, vous apportez aussi votre pierre à l'édifice pour démystifier, informer, un peu dans la même démarche. Ouais, Donc, merci. Évidemment qu'on vous soutient. Merci. Est-ce que vous avez des recommandations de thèmes ou de personnes qu'on devrait être invitées? Alors, des thèmes, je pense pas que vous avez traité l'IA. Après, il faut trouver un lien entre l'IA et le BIM. On a discuté avec une personne pour faire un thème prochainement. Top. Mais on n'a pas encore booké, etc. Mais effectivement, Oui. c'est un sujet qu'on suit aussi, Ok. puis qu'on aimerait bien mettre en avant. Ok. Et en termes d'invités, si vous voulez vous intéresser aux entrepreneurs BIM, il y a Simon Molinas qui a créé Bimono et qui a aussi une agence, Bloom Agence à côté. Il y a Steve Blanche qui est responsable du CAS et puis qui a une entreprise qui s'appelle Bimeco. Donc axé, je pense que vous n'avez pas traité encore ce thème, mais il utilise vraiment le BIM pour l'économie de la construction. Je pense que c'est un thème intéressant. Il y a Mohamed Alem qui était au CNPA aussi et qui a une entreprise qui s'appelle Solidaribim. Donc, justement, c'est le thème de l'humain au centre des processus BIM. Et après, il y a aussi Samir Marwa qui a créé un plugin qui s'appelle EcoBIM qui permet de faire les calculs énergétiques. C'est un plugin Revit et ça permet de faire des calculs énergétiques depuis les maquettes BIM directement dans Revit. Okay. Donc, voilà, quelques recommandations. Merci. Et Sabrina Da Silva, du coup, qui a SDS, qui s'occupe du recrutement de profils techniques orientés BIM, qui pourrait être intéressant dans la vision qu'elle a et dans l'expertise qu'elle a pour sélectionner ses profils. Ok. Ce serait intéressant d'avoir un peu un profil atypique, enfin différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et puis justement avec le marché qui est quand même assez tendu à l'heure actuelle pour trouver des talents, les garder. Ça peut être intéressant d'avoir effectivement un talent, enfin une personne plutôt type recruteur. Elle fait vraiment du recrutement spécialisé sur mesure. C'est une chasseuse de tête un peu dans le profil. Donc du coup je pense que c'est archi intéressant. Ouais, c'est vrai. Elle a une double casquette en plus, IT et BIM, qui peut être intéressant aussi de traiter, à voir comment vous pouvez l'aborder. Mais puis, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, Bruno. Vous avez de quoi faire une nouvelle saison. Après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si vous devez transmettre un message important à nos auditeurs, ce serait quoi? Venez le 15. Du coup, venez le 15 février 2024 à Palexpo. On garde la même ligne directrice, apport de valeur, qualité, conférences sur des thématiques actuelles. Venez rencontrer et vous connecter à toute la communauté BIM qu'il peut y avoir en Suisse romande.
Et pour favoriser votre venue, vu que vous êtes des auditeurs fidèles et que vous avez tenu jusqu'ici, vous pouvez renseigner sur notre billetterie en ligne directement sur notre site internet le code CC BIM 2024, tout en majuscule, pour obtenir 10% de réduction sur le billet de votre choix. Bah, je vous remercie. Merci. On peut faire un petit... Alors, on mettra un petit truc. On va le traquer. Pour vous, ça signifie quoi avoir une conversation constructive? Avoir une conversation constructive, c'est de ressortir plus intelligent que je suis rentré dans la conversation. C'est-à-dire avoir soit un angle, soit avoir enrichi une de mes pensées. Pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, ça serait c'est un peu la même chose, mais l'apport mutuel, c'est-à-dire que tu vas avoir une idée, je vais rebondir dessus, tu vas rebondir dessus. Je pense que c'est une manière de construire des meilleures idées à plusieurs et Ok. de pouvoir rebondir sur et approfondir certains sujets avec les compétences de chacun. Ok, merci. Merci à Audrey et à Maxime pour cette belle discussion. Merci d'être venus nous rencontrer et pour votre temps. Et on profite aussi de dire merci à M. Berger de Lausanne pour l'accueil des locaux. Et j'espère à tout bientôt. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Ciao. Hey, c'est déjà la fin de l'interview avec Audrey et Maxime sur leur salon, le BIMD Geneva. Si tu veux en savoir plus, prends ton billet sur leur site bimdgva.ch et viens participer au salon à Genève. Ce sera le 15 février prochain à Palexpo. Dans tous les cas, on les remercie pour cette conversation plus que constructive et on espère qu'elle t'a plu. À tout bientôt pour des nouveaux interviews. Ciao!